Alors, messieurs, le débat de la semaine va tourner autour des grandes stars de la Ligue et de l'internationalisation de la NBA. Depuis le phénomène Dream Team, on voit de plus en plus de joueurs non américains venir en NBA, faire carrière, exceller, voire même gagner des titres. Tony Parker, bien sûr, en fait partie. On pense à Dirk Nowitzki aussi. On va se poser la question de savoir si aujourd'hui, on est quelques années après la Dream Team, hein, bien sûr, même 30 ans après, très exactement, donc ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que on va dire le fantasme d'une ligue internationale peut exister? Est-ce que les Américains également sont toujours dominateurs en inside de leur propre ligue? Et si ce n'est pas le cas, quel non-américain aurait les épaules les plus larges pour tenir un petit peu la ligue, on va dire en respect à la fois sur le jeu, mais aussi sur l'aspect un petit peu représentation, marketing et image. On sait que ça compte beaucoup. Je vais tout de suite me tourner vers nos deux camarades du côté des États-Unis pour poser cette première question qui sera plutôt liée aux non-américains sur le profil qui, selon vous, aurait le plus de chances, d'opportunités d'être le leader, on va dire marketing, l'image de la franchise. Je pose une question à Melvin. Ah bah c'est facile, ça va être Jokic et ses chevaux, évidemment. Non, bien sûr que non. Ça va être, pour moi, c'est Giannis. Là, il l'a déjà prouvé en étant double MVP, en étant MVP des finales NBA la saison dernière. C'est quelqu'un qui véhicule des valeurs qui sont extrêmement positives. Et c'est aussi, il vend un peu ce rêve international de se dire, bah, si tu regardes la NBA et que tu es au fin fond de la Grèce, au fin fond de la Chine, au fin fond de je ne sais pas où, tu peux prétendre à aller en NBA. Donc, je dirais Giannis en premier et sûrement Embiid et Luka Doncic en second. Dylan, si on doit imaginer un leader de ligue NBA non américain, à quel joueur tu penserais en premier? Moi aussi, je penserais à Giannis. Hein. Giannis? Ouais, parce que... Marketing, jeu, tout y est, quoi. Ouais, tout y est. Dans son jeu, tout le monde veut le voir jouer. C'est un joueur très impressionnant. Il n'y en a pas deux d'école mis dans la ligue. Et en dehors du basket, on n'entend pas parler de lui dans des affaires un peu bizarres ou quoi. Il reste dans ce qu'il doit faire. Il est très humble par rapport à ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse et par quoi il est passé pour arriver là. Donc c'est un joueur qui est beaucoup respecté. Et qui véhicule peut-être une bonne image, finalement. Ouais, voilà. Raphaël? Moi, je suis plus modéré. C'est vrai que si on parle vraiment du sportif, Ouais. c'est clair qu'il est dominant aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, des fois, on sait que les Américains, ils n'aiment pas quand c'est trop lisse. Et c'est vrai qu'un Doncic, par exemple, avec son caractère, ou qui boit une petite bière pendant les playoffs, ça, ils aiment bien. Et après, c'est vrai qu'un Embiid aussi, avec une grande bouche, et l'interview, voilà, on s'en souvient, punchline, etc. Ça s'y prête aussi. Mais Embiid, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a du mal à être 82 matchs sur le terrain et qu'il n'est pas encore au top niveau collectivement. Donc, à l'image d'un Larry Bird, j'ai envie de penser à Doncic. Ouais. Plutôt à Doncic. On peut poser la question aussi à Antoine. Joel Embiid, qui est donc camerounais, qui porte aussi un petit peu le continent africain. Est-ce qu'il a aussi cette opportunité sur le plan marketing, bien sûr du jeu, d'être considéré un jour comme le visage de la Ligue? Oui, quelque part, en tout cas, le joueur dominant, quoi. C'est-à-dire qui impose physiquement, etc. Il a ce côté-là. Raphaël l'a très bien dit, le côté trash talker est toujours bien vu aux États-Unis, donc il le fait très, très bien. Après, je pense que tous ces joueurs n'auront toujours pas quand même ce petit truc du rapport au public américain parce que ils ne le sont pas, ils n'ont pas cette nationalité, ils n'ont pas tout à fait exactement le même parcours, un peu la même culture quand même parce qu'ils embrassent généralement assez facilement. Mais il y a un petit truc quand même qui manque par rapport à un joueur du cru, on va dire. Allons sur peut-être les MVP de la saison. Cette année, vous êtes déjà au courant, mais on peut le reciter. Nikola Jokic donc, est élu MVP. Il y avait une discussion d'ailleurs avec un autre non-américain qui était Joel Embiid. Et dans la liste de 3, il y avait Giannis Antetokounmpo. Mehdi Nguama était assis à ta place il y a encore quelques semaines, Dylan. Et lui n'était pas surpris du fait que les Américains ne soient plus cités parmi les meilleurs joueurs de la saison NBA. Une chose qui est sûre, c'est que ça fait 4 ans que l'Europe ou l'Afrique domine la NBA. Constante. Si tu vois les 3 derniers
de la liste, c'est Nikola Jokic, Joel Embiid, Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans. Tu veux énerver Angelo, hein. Mais ici, là, Donc le reste du monde progresse. le reste du monde progresse et c'est énorme. Et domine même. Domine, C'est un mot important que tu viens de dire là. Pendant 4 ans. Raphaël, est-ce qu'on peut... la question est un peu polémique. Hein. On sait que les Américains sont encore très, très moteurs de leur ligue sur le plan du jeu. LeBron, Steph, Paul George, Kawhi, etc. sont encore des très, très forts joueurs. Mais dans la liste des 3 MVP, là, Giannis a été MVP en 2018, 2019, 2020, donc le grec. Et Nikola Jokic, double MVP 2020, 2021, 2021, 2022. Est-ce que les Américains se désintéressent, entre guillemets, de la saison régulière et essayent de mettre un petit peu le... Non, je pense que c'est plus une question de contexte. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on peut se rapprocher un peu du hockey. C'est vrai que quand on regarde le hockey, historiquement, c'est une ligue américaine, mais il y a quand même des Européens, des Canadiens, et c'est un mixte. Et après, selon la période du moment, ça va être des fois un Européen, ça va être des fois un Américain. Mais je ne peux pas dire que ce soit une norme aujourd'hui. Il y a quand même sorti des KD, des LeBron James, et il y en aura d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus dépendant uniquement du vivier américain. Maintenant, ça travaille bien à l'international. Là, une prochaine étape, c'est la balle. Quand on voit qu'on développe la NBA maintenant en Afrique, etc., il y aura encore plus de prospects qui vont arriver. Donc non, c'est juste maintenant que voilà, tout le monde a ses chances. Ce n'est pas juste les Américains. Melvin, je te fais réagir sur justement l'internationalisation, je vais y arriver, de la Ligue. Toi, tu observes ça depuis quelques années maintenant aux États-Unis. Les joueurs américains sont bien sûr formés encore très très forts, mais comment tu vois en fait l'arrivée d'un Luka Doncic ou d'un Jokic à la tête de la NBA ? Déjà, je pense qu'il faut revenir sur l'histoire, c'est-à-dire qu'avant les Doncic, avant les Giannis, etc., il y a eu les Dirk Nowitzki, il y a eu les Tony Parker, il y a eu les Pau Gasol qui ont vraiment permis à ce qu'on aille chercher et à ce qu'aller chercher des joueurs européens qui sont déjà forts et qui peuvent être un franchise player, ce soit entre guillemets normal. On le voit aujourd'hui. Après, comme le disait Raphaël, il faut quand même, je pense, rajouter le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des superstars non américaines, il y en a 4. Il y a Jokic, Giannis, Luka et Joel Embiid. Après, on peut parler de Rudy Gobert, de Pascal Siakam, mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, quand même un niveau en dessous. Alors que si tu regardes les stars américaines, il y en a je ne sais combien. Et il suffit de regarder, on parle de dominer la NBA, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, oui, il y en a les 3 premiers pour le titre de MVP, mais au final, il y en avait une en finale de conférence, il y en a 0 en finale NBA. Donc, pour moi, je pense que les Américains dominent encore leur propre ligue. Après, par contre, c'est vrai que quand tu parles de ligue internationale, alors je ne pense pas qu'on verra de franchise à Paris ou ailleurs, mais par contre, on va avoir beaucoup plus de joueurs internationaux qui viennent et qui ont vraiment un rôle de star. Et je pense que ça va être de plus en plus accepté. On va aller sur notre 3e thème et discussion autour de ce grand thème, justement ce fantasme ou non d'avoir une NBA vraiment régnante sur le plan international. Le commissionnaire, donc le big boss de la NBA, Adam Silver, s'était exprimé en début d'année, c'était en janvier sur ce point. Les opportunités de croissance, en particulier en dehors des États-Unis, sont énormes. L'objectif est de se concentrer sur une entreprise axée sur les consommateurs et d'engager les fans de manière directe à travers une expérience plus personnelle et interactive. Voilà le début de la déclat d'Adam Silver. Il comprend qu'il y a un intérêt business et marketing, mais de là encore à développer le sportif ailleurs qu'aux États-Unis, il y a encore une marche à franchir. Est-ce que Dylan, c'est vrai que c'est une discussion qui revient à chaque fois, une NBA internationale ou pas, est-ce que ce serait intéressant pour des joueurs français d'avoir une opportunité d'être en lien avec la NBA si jamais il devait y avoir une franchise en France ou ailleurs? C'est sûr que ça serait intéressant, ça ouvrirait des portes pour pas mal de joueurs et pour pas mal de pays aussi. On sait qu'en Europe, il y a quand même du beau basket. C'est un basket qui est totalement différent du jeu des US. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années, il y aura pas mal de joueurs européens qui vont pouvoir être amenés à intégrer la Ligue. Donc ça serait qu'un plus de pouvoir faire ce genre de choses. Par exemple, pour la Ligue africaine, qui est en relation avec l'opportunité, quoi. Ouais, voilà, ça va ouvrir plusieurs portes et ça va donner plusieurs possibilités à d'autres joueurs non américains de pouvoir rêver plus grand, on va dire. Melvin,
Je te voyais réagir de la tête en disant non, non, non. Quelle est la priorité d'Adam Silver et de la NBA aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller faire de cette ligue une ligue d'expansion ou c'est plutôt peut-être de réactiver des franchises? On parlait de Seattle il y a encore quelques semaines, de réactiver quelques franchises historiques de NBA. Oui, je pense que c'est plus ta deuxième réponse, c'est-à-dire que la rumeur, et Antoine pourra me corriger, c'est que a priori, il y aura 2 nouvelles franchises avec Seattle et Las Vegas dans quelques années. Après, quand je faisais le nom de la tête, c'est que pour moi, il n'y aura jamais de franchise NBA en Europe. Et là, pourquoi? C'est d'un point de vue logistique, c'est-à-dire, imaginez si vous devez faire des déplacements entre San Francisco et la nouvelle franchise à Paris. C'est juste complètement, je veux dire, c'est pas réaliste. Par contre, après, au niveau internationalisation, la Ligue est déjà internationale. Et je pense qu'on voit qu'il y a déjà, par exemple, avec la NBA G-League, il y a une équipe maintenant à Mexico, mais encore une fois, c'est sur le même fuseau horaire. Et par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'il pourrait y avoir des passerelles entre les franchises NBA et les clubs européens, et les clubs africains, et les clubs asiatiques, un peu sur le même modèle que la G-League, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le Real Madrid pourrait être partenaire avec Dallas et avoir peut-être une priorité pour essayer d'aller prendre des joueurs du centre de formation du Real Madrid? Moi, c'est ça qui m'intéresserait, mais je pense qu'il n'y aura jamais de franchise pure NBA en Europe ou ailleurs dans le monde. Réaction de Raphaël Desroses sur ton dernier propos. Non, je rejoins sur le côté qu'il n'y aura pas de franchise. À mon sens, c'est pareil, c'est trop compliqué logistiquement. Ouais. Pareil, de faire du Real Madrid une équipe, entre guillemets, réserve d'une équipe NBA, il y a trop de fierté en Europe pour ça. Par contre, le modèle qui est en train de s'installer en Afrique avec la balle, ce qu'on voit en Australie avec des partenariats, c'est vrai qu'avec entre guillemets, des billes dans chaque club, je vois ça se faire. Peut-être une NBA Europe à terme, parce qu'on sait qu'il y a des discussions là, avec l'Euroleague et l'Eurocup, etc., pour essayer d'avoir un championnat. Je pense avoir la main mise un petit peu quand même sur les championnats avec des parts, ça j'y crois. C'est-à-dire qu'une NBA Europe, une NBA Afrique, entre guillemets, donc la balle, faire ça sur chaque continent, j'y crois. Par contre, avoir des relations directes entre des clubs historiques comme Madrid et des franchises NBA, je pense qu'il y a trop de fierté pour que ça se fasse. Antoine, je ne t'ai pas entendu sur le sujet. Une NBA Europe au sens conférence, franchise en Europe, ça reste un fantasme aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, oui. Après, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des travaux. Effectivement, on voit ce qui est un petit peu en train de se mettre en place. Je dirais qu'il y a aussi un petit peu un problème de salle, d'ambiance. C'est-à-dire que la NBA, c'est aussi un produit. Et aller voir un match NBA ailleurs qu'en NBA, je n'ai rien contre le match à Paris, mais c'est pas la même chose que d'aller voir un match NBA aux États-Unis. Donc, il y a quand même des petits soucis autour de ça qu'il faudrait quand même régler, sur lesquels il va vraiment falloir bosser pour arriver à un projet un peu plus abouti dont on peut vraiment discuter.